Bonjour, dans cette vidéo, nous allons discuter du concept de la gouvernance territoriale. Nous allons voir dans un premier point l'étymologie et les enjeux de ce nouveau mode d'administration des affaires publiques au niveau local. Ensuite, nous allons aborder ses mécanismes et ses principes fondateurs. Et enfin, nous allons parler de la typologie de son mode d'organisation à l'échelle opérationnelle. Donc, la gouvernance territoriale est venue ces dernières années mettre en évidence l'incapacité de l'État en tant qu'instance unique d'administration des affaires publiques et d'action à l'échelle locale pour mettre en valeur de nouveaux modes de gouvernance qui impliquent de nouveaux acteurs à l'échelle locale, que ce soit acteurs privés, associatifs ou autres. Ceci est venu dans un contexte mouvant, marqué à l'échelle nationale par un phénomène de décentralisation et de déconcentration des entités publiques et un certain retrait de l'État progressif d'un certain nombre de domaines, que ce soit social ou économique, en faveur de nouveaux acteurs. Et à l'échelle internationale, on est de plus en plus dans un mouvement de concurrence, comme ça se fait entre les entreprises, mais cette fois entre les territoires qui se concurrencent en matière d'attractivité des flux d'investissement, de touristes, de résidents, de talents, etc. D'où une nécessité de mobiliser des ressources multiples au service d'un territoire qui se veut compétitif et dynamique. La gouvernance territoriale en tant que concept s'avère un vocable polysémique. Il est présent et utilisé dans différentes disciplines, que ce soit dans la politique, dans le domaine juridique, dans l'aménagement des territoires et dans la gestion et le management des entreprises. Étymologiquement parlant, on peut dire que le mot gouvernance, qui a la même origine que gouvernement, vient du mot latin gobernam, qui veut dire pilotage des navires. Ce concept a été repris par des économistes comme Ronald Coase en 1937 dans son article The Nature of Firm et qui a avancé l'hypothèse que dans certains échanges, l'entreprise est plus efficace que le recours au marché. En 1975, c'est Oliver Williamson qui a parlé de la gouvernance des entreprises en tant que dispositif permettant à l'entreprise de mener des coordinations internes en vue de réduire les coûts de transaction que génère le marché. Au début des années 90, des institutions internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international vulgarisent l'expression good governance ou bonne gouvernance en tant que critère d'une bonne administration des affaires publiques. Ils ont
instituer certains principes comme la reddition des comptes, la démocratie, l'évaluation, en tant que principes permettant aux pays, notamment se développer, de faire avancer et réussir leur programme de développement. Et donc, la gouvernance territoriale que nous allons aborder ici désigne un mode de gestion de politique locale qui s'appuie sur la mobilisation des ressources humaines et le renforcement de la capacité des acteurs locaux à réguler et à dynamiser leur territoire dans un contexte ou dans un système permettant à des acteurs multiples de coordonner leurs efforts pour aboutir à une action collective locale qui a même de booster la dynamique territoriale. L'enjeu de la gouvernance territoriale est de rompre avec des pratiques traditionnelles de gestion des affaires publiques au niveau local, dans lesquelles l'État est la seule entité ou instance responsable de la dynamique socio-économique. On constate ces dernières années l'apparition de nouveaux acteurs qui contribuent efficacement au développement socio-économique de leur territoire, que ce soit des entités privées, des entreprises ou des acteurs de la société civile, notamment les associations ou les coopératives. Ainsi, la gouvernance territoriale a pour objectif aussi de mettre fin à cette approche de gestion descendante et de cette approche sectorielle promue par l'État central vers des dynamiques territoriales et via une approche d'interaction, cette fois horizontale, entre différents acteurs et institutions présentes dans un espace géographique ciblé. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'action publique à l'échelle locale pour prodiguer d'une meilleure manière les besoins dont ont besoin les populations locales, que ce soit dans le domaine de l'emploi, du transport, de sécurité, de santé, de logement, etc. Parmi ces enjeux aussi, c'est de promouvoir la mise en œuvre de projets de territoire par une implication et un engagement des acteurs locaux qui pourraient aboutir à ce que les acteurs et les populations locales maîtrisent leur avenir et s'approprient leur territoire par une réflexion prospective. Et ce,
Et ça ne peut aboutir que grâce à la concertation et à la codécision et la construction collective de la dynamique territoriale. La gouvernance territoriale, en tant que mode d'organisation de l'action publique locale et de coordination des acteurs locaux, se fonde sur 5 principes fondamentaux de bonne gouvernance à l'échelle locale. Tout d'abord, l'approche participative et la négociation des décisions qui permet l'implication des acteurs locaux et leur engagement à l'appropriation de leur territoire et à la réussite des décisions prises. Cette approche participative permet aussi d'asseoir une démocratie participative et représentative à l'échelle locale. En plus de transcender les îlots de décision et les silos d'entités éparpillées dans ce qu'on appelle le millefeuille territorial. L'approche participative permet ainsi de mettre en place des projets de territoire négociés et concertés, dépassant les conflits d'intérêts, les opportunismes et le jeu de pouvoir et des acteurs. Deuxième principe, c'est la réédition de comptes. Tout décideur doit rendre compte de ses décisions. Il devrait être promu, félicité, mais aussi il devrait être sanctionné lorsqu'il y a constat de mauvaise gestion, de délapidation de deniers publics et de mauvaise gestion. Et donc, des audits réguliers doivent être effectués pour mettre en exergue les possibilités d'abus de pouvoir, d'opportunisme et de mauvaise gestion et d'améliorer ce qui devrait l'être. Troisième principe, c'est la transparence. Les actions des autorités et des organes publics à l'échelle centrale mais aussi à l'échelle territoriale doivent faire bonne figure de transparence en divulguant leurs activités, leurs décisions pour être consultés par les citoyens lambda, mais aussi les élus du peuple et la société civile, etc. Troisième principe, ou quatrième principe, c'est l'efficacité. Souvent, les instances publiques sont sanctionnées d'inefficacité quant à leur gestion, comparativement aux entités privées, par exemple. C'est pourquoi les gestionnaires publics doivent s'inspirer des entreprises en matière de bonne gestion, en traçant des stratégies ciblées, des objectifs précis et en mettant en place des indicateurs de bonne performance et en mesurant le degré d'atteinte des objectifs fixés.
Enfin, le principe de subsidiarité, qui est un maxime politique, qui veut dire que l'entité responsable d'une action est l'entité la plus proche de ceux qui sont directement concernés par l'action, par cette action. L'État ne peut exercer que les tâches ou les activités qui ne peuvent être déléguées correctement aux instances de proximité. La gouvernance territoriale se rattache aussi à des innovations institutionnelles basées sur des mécanismes susceptibles de renforcer la dynamique territoriale. Parmi ces mécanismes, c'est d'abord la mise en œuvre de projets de territoire qui donnent du sens et de la visibilité à l'action territoriale et permet de rassembler les acteurs locaux autour d'objectifs concertés et consensuels. Et donc, le projet de territoire permet de mobiliser les potentialités et les ressources existantes au sein d'un territoire et renvoie donc à une démarche qui s'inscrit en rupture du schéma traditionnel centralisé de la planification étatique et se différencie des politiques d'aménagement venues d'en haut par le fait qu'elle est unique, adaptée au contexte local et donc impossible à transférer telle qu'elle est ailleurs. Pour cela, on peut dire que les réussites territoriales seraient donc à rechercher non pas dans les potentialités en termes de ressources économiques, naturelles notamment, mais dans des dimensions extra-économiques liées à la capacité du territoire à être dense en termes de dynamique sociale. C'est donc l'intensité des relations nouées entre les acteurs qui prédéterminent la réussite ou la dynamique territoriale. Pour asseoir un projet de territoire, on doit passer par un certain nombre d'étapes, notamment l'état des lieux qui permet de recenser et de mettre en évidence les potentialités du territoire. Deuxièmement, un diagnostic préalable permettant de déterminer les forces et les faiblesses du territoire. Et troisièmement, la mise en place d'objectifs stratégiques pour valoriser les atouts et réduire tant soit peu les handicaps. Ensuite vient le plan d'action opérationnel qui permet de concrétiser les objectifs fixés en termes
d'objectifs et d'actions opérationnelles. Enfin, vient l'étape d'évaluation et de mesure des écarts entre les objectifs tracés et les résultats atteints. Deuxième mécanisme, c'est les dispositifs de partage et de diffusion des connaissances via ce qu'on appelle la chaîne d'ingénierie territoriale, qui se base sur la mise en place d'un réseau formalisé permettant de connecter les acteurs locaux et l'ouverture d'un tour de table permettant d'asseoir un système de gouvernement articulant et associant des institutions politiques, des acteurs sociaux, des entités privées et des centres de recherche et laboratoires universitaires sur un objectif déterminé permettant de booster la dynamique territoriale. L'ingénierie, la chaîne d'ingénierie territoriale serait donc une boîte à outils au service de l'action publique, permettant la mise en place d'un système d'acteurs qui coordonnent leur action et partagent leur savoir et leurs connaissances respectives. C'est l'aboutissement donc de cette action collective qui fait que les acteurs parviennent à s'entendre sur les objectifs visés et les moyens de les atteindre. La mise en cohérence de diverses représentations du territoire que portent les acteurs, chacun suivant sa zone de voir et sa manière de voir les choses, qui fait que la coopération et la coordination se matérialise et devient effective. Pour ce qui est de la typologie de la gouvernance territoriale, les chercheurs ont distingué trois types de modes d'organisation de la gouvernance à l'échelle locale. Tout d'abord, la gouvernance privée, qui correspond au cas où une organisation, notamment un groupe industriel, est l'acteur clé du processus de coordination des acteurs, qui sont dirigés donc par cet acteur privé qui agit dans le but d'appropriation privée et une relation d'autorité faisant que cet acteur domine sur les autres, que ce soit public,
privées, notamment les PME ou sociétés civiles. Deuxième mode de gouvernance, c'est la gouvernance publique ou institutionnelle. Elle correspond au cas où des dispositifs de coordination sont pilotés par une institution étatique qui joue un rôle clé. Il s'agit des représentants de l'État ou des collectivités territoriales qui assurent la production de biens et services publics ou collectifs en concertation avec les autres acteurs. Enfin, la gouvernance mixte ou partenariale qui correspond au cas des acteurs publics, privés et associatifs travaillent ensemble sur un projet commun de développement. La cohabitation entre ces acteurs s'avère conflictuelle et donc il peut souvent aboutir à des jeux de pouvoir, à des conflits d'intérêts et à l'échec des actions mises en œuvre. Pour conclure, on peut dire que le modèle de gouvernance territoriale dépasse le cadre d'une gestion classique des territoires et appelle donc en profondeur une réforme, une modernisation des structures étatiques à l'échelle locale et une ouverture sur des partenariats avec d'autres acteurs, que ce soit privés ou associatifs. La démarche relève donc d'un processus d'apprentissage qui s'organise autour de la mobilisation des acteurs qui doivent approprier leur territoire et s'inscrire dans une démarche d'activation des ressources de leur territoire. Néanmoins, la gouvernance territoriale reste quand même confrontée à des défis majeurs. Tout d'abord, les mentalités conservatrices des responsables et des gestionnaires étatiques, en plus des jeux de pouvoir et des conflits d'intérêts entre les acteurs, quant aux ressources à mobiliser et aux objectifs tracés. En plus d'un manque de légitimité et de compétences et de capacités des acteurs locaux, souvent vus par les populations locales comme des personnalités qui manquent de charisme, de légitimité et de sens de responsabilité. Et donc, il faudrait changer les mentalités et asseoir le sens de citoyenneté, que ce soit de la part des autorités publiques, des élus, mais aussi des citoyens quant à l'avenir
de leur territoire.